On dirait un enfant comme les autres en train de jouer. Et pourtant, ce jeune garçon n'est autre que le souverain d'un immense empire. Il s'agit de Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident. C'est un enfant dont le destin est scellé depuis longtemps, car les attaques des royaumes barbares menacent l'empire. Et un jour d'automne, en 476, un général germanique lui arrachera le diadème dont tous les empereurs romains étaient coiffés. L'empereur est détrôné, mais ce geste est-il suffisant pour mettre brusquement fin à l'Empire romain ? Notre planète bleue s'est formée il y a 80 milliards d'années. Depuis plusieurs millions d'années, la vie existe sur Terre. D'abord des microbes, puis des plantes, et enfin l'humanité. Les hommes ont très vite pris possession de la Terre. Ils ont créé des empires avec l'intention d'asseoir leur pouvoir pour l'éternité, mais aucun d'entre eux n'a survécu. Comme le vaste empire romain. C'est ici que l'Empire romain s'est formé il y a environ 3000 ans. Dans le centre de l'Italie, niché au milieu de 7 collines bordées par le Tibre. Selon la légende, c'est sur ces rives qu'un drame s'est joué, avec pour acteurs principaux les jumeaux Rémus et Romulus. En tant que fils de Rhea Silvia, la fille du roi, et de Mars, le dieu de la guerre, ils étaient tout naturellement destinés à régner sur le pays. Mais le destin les plaça au centre d'une terrible machination. Leur grand-oncle, ivre de pouvoir, ordonna qu'on les noie. Par miracle, le courant du fleuve les ramena sur le rivage. On raconte qu'une louve les a recueillis pour jouer le rôle de mère nourricière, leur donnant la force nécessaire à leur survie. La louve de Rome, encore aujourd'hui, le symbole de la Rome antique. Si c'est effectivement avec un prédateur que tout a commencé, on ne retiendra pas son côté agressif, mais bien son côté protecteur. On peut facilement comparer l'instinct de la louve à la politique étrangère de Rome. Sa politique était offensive, mais elle était aussi préventive, l'objectif étant de se protéger de l'ennemi. Comme une louve défend ses petits, le Sénat romain avait toujours la conviction de protéger ses citoyens et ses alliés quand il menait ses conquêtes. L'histoire est d'ailleurs émaillée de nombreuses guerres. Pour fonder la capitale, du sang est déjà versé. Pour narguer son frère, Rémus saute par-dessus les remparts en construction autour de la ville. Un affront qu'il va payer de sa vie. Romulus assassine son frère. C'est le premier combat dans l'histoire de Rome qui résonne comme un avertissement à tous ceux qui auraient l'audace de franchir les limites de la ville. Comme le dira Romulus, quiconque osera transgresser les lois de Rome subira le même sort. C'est de ce concept politique particulièrement intransigeant que l'expansion de Rome résultera. L'Empire romain va se construire en marchant sur tous ses ennemis, les Étrusques, les Celtes, les Grecs, les Germains, Hannibal, le héros de Carthage, Jugurtha, le roi d'Afrique du Nord. Des victoires dans tout l'Orient.
Après 800 ans d'existence, Rome est au centre d'un empire qui s'étend sur l'ensemble du monde de l'Antiquité. Des côtes du Portugal au désert d'Arabie, les soldats romains règnent sur un territoire pluriethnique. Les Cimbres et les Teutons, pourtant considérés comme de rudes guerriers venus des plaines froides du Nord, doivent se soumettre à Rome, tout comme les Celtes de Grande-Bretagne. Quant aux grandes civilisations comme les Grecs et les Égyptiens, elles subissent le même sort. Toutes ces victoires font la grandeur de l'Empire. Rome, la ville éternelle, en est le centre névralgique et compte environ 1 million d'habitants. Au centre de la ville, telle une araignée sur sa toile, se dresse le Colisée, le symbole de toute la puissance de l'Empire romain. Il fallut presque 1 demi-million de tonnes de béton pour bâtir cet édifice, une structure haute de 50 mètres qui pouvait accueillir 50 000 spectateurs. Cette impressionnante arène construite à base de travertins était composée de 4 rangées de gradins, séparant les différentes classes de la société romaine. Protégés du soleil par un gigantesque vélum, les spectateurs assistaient au combat de gladiateurs. Pour maintenir le moral de la plèbe au plus haut, les sénateurs romains ne reculaient devant aucun divertissement. Comme le résume la formule du pain et des jeux. Car c'était tout le peuple romain qui combattait pour l'Empire. C'est ici que les guerres se décidaient, que les triomphes se célébraient. C'est ici que les plus belles pages de l'Empire se sont écrites. L'histoire de Rome, c'est vraiment le triomphe d'un peuple pendant plusieurs siècles. Si on se pose la question de savoir comment l'Empire romain est devenu aussi vaste, je ne vois que 2 réponses. La première, c'est l'incroyable capacité d'intégration de Rome. La seconde, c'est l'équilibre parfait du système politique, dont les lois et les règles étaient acceptées par le peuple tout entier. Au sommet de la pyramide, l'empereur. Il est le princeps, c'est-à-dire le premier personnage de l'État. Il préside le Sénat, il peut lui-même faire voter des lois, il est le général en chef de l'armée, mais avant tout, il doit veiller sur son peuple. Il s'assure que les citoyens ne manquent de rien. C'est pour ça qu'il détient le plus haut pouvoir dans le système politique. Mais les empereurs sont aussi des êtres torturés, pour la plupart victimes de leur soif de pouvoir. Certains d'entre eux agissant avec sagesse et intelligence, d'autres se faisant les esclaves de leur convoitise. Certains restant de grands enfants, d'autres devenant de véritables fous. Durant plusieurs siècles, Rome est une république et fonctionne sans chef d'État au pouvoir absolu. Mais avec l'accroissement du territoire, l'Empire a besoin d'une figure centrale. D'un César qui règne au-dessus de tout, qui rassemble les nombreuses voix du Sénat, qui garde l'Empire uni. En règle générale, les empereurs romains étaient des hommes très bien éduqués, issus de la haute société. Ils avaient le plus souvent fait carrière dans l'armée et possédaient l'intelligence d'un grand général. Le titre d'empereur romain vient en fait du mot imperator, qui signifie général en chef. Et depuis César, les empereurs romains avaient quasiment tous été des chefs militaires. Voici la vraie nature d'un empereur romain, au combat, près de ses troupes. Car ce sont les soldats qui assurent la grandeur de Rome. Une tactique élaborée, une discipline de fer et la volonté absolue de défendre l'Empire, autant de conditions qui firent de l'armée romaine une véritable machine de guerre. Mais par-dessus tout, les Romains furent à l'origine de grandes innovations en matière d'armement. Les premières machines sophistiquées de l'Antiquité furent toutes destinées à la guerre. Et les artilleurs en charge de les utiliser au combat étaient des citoyens romains en uniforme, animés d'un désir illimité de servir leur patrie.
Sans son armée, Rome n'aurait jamais été ce qu'elle a été. L'appareil politique était intimement lié à l'appareil militaire. Et ils ont développé un système militaire vraiment parfait, bien supérieur à ceux des autres civilisations de l'époque. Je crois que la seule réputation de l'armée romaine suffisait souvent à inspirer de la peur à ses ennemis. Ils savaient que face aux légions romaines, ils n'avaient quasiment aucune chance. Cette reconstitution nous donne un aperçu de l'impression de puissance que pouvait dégager une légion romaine progressant vers l'ennemi. Ces adversaires qui voyaient déferler sur eux une vague humaine impénétrable n'avaient souvent que des armes rudimentaires. Ils voyaient d'ailleurs l'armée romaine comme un ennemi qui était impossible de contrer. Les légions romaines se composaient de soldats extrêmement bien disciplinés, lourdement armés, parfaitement entraînés et techniquement supérieurs à n'importe quelle autre armée, mis à part les Perses peut-être, et ça a duré jusqu'au IIIe siècle. En combat, 1 contre 1, les Romains étaient largement supérieurs à tous leurs adversaires. Rome a accumulé les richesses et a imposé sa suprématie. Mais une telle domination peut parfois nuire. À l'ombre de ces arches triomphales, Rome devient suffisante. Les Romains se vautrent dans la débauche et se laissent aller. Pour les préparatifs d'une orgie avec ses amis il y a 2000 ans, Apicius, l'auteur d'un livre de cuisine, dépense tellement d'argent qu'il aurait pu nourrir tout l'Empire. Les langues de flamants roses et les crêtes de coq arrachées aux animaux encore vivants sont les mets de choix des festivités. Débauche et indolence vont-elles sonner le glas de la grande Rome? De tout ce luxe d'antan, il ne reste aujourd'hui que des ruines. Des débris d'amphores et de jarres d'huile cassées ou jetées, dont l'amoncellement a formé une colline de 50 mètres de haut qui donne directement sur Rome. Cette colline renferme la mémoire de la vie dans la Rome antique, mais pas seulement celle des orgies. Elle témoigne aussi du luxe de la vie quotidienne auquel les citoyens s'étaient habitués. Aujourd'hui, elle fait un peu figure de symbole de l'éphémère. Ce tesson d'argile pourrait être le fragment d'une mosaïque géante, un chapitre de l'histoire que l'on pourrait intituler « Décadence romaine ». Il a pu appartenir à un précieux vase grec décorant une villa romaine. Des orgies y étaient sans doute organisées, des orgies telles que les historiens les ont décrites, des fêtes enivrantes où tous les plaisirs étaient explorés. Mais entre l'apogée de la période hédoniste romaine et la chute de l'Empire, 500 ans vont encore s'écouler. Peut-on déceler dans leur regard le pressentiment d'une fin qui approche? Ou une pointe de tristesse sachant que la fête ne durera pas éternellement? Mais est-ce réellement la luxure qui a perdu Rome? Aujourd'hui, tous les historiens s'accordent à dire que ce n'est pas la principale raison de la chute de l'Empire romain. Seule une petite partie de la société romaine vivait dans le luxe et avait un comportement que l'on pouvait qualifier de décadent. Mais ce n'est pas vrai pour tous les citoyens romains et surtout pas pour les populations rurales. À la fin de son existence, l'Empire romain compte près de 150 millions d'habitants, dont seulement 1 million vit à Rome. L'avenir de l'Empire va se jouer ailleurs, le long de ses frontières et dans des villes de taille moyenne, comme celle-là. Ostie, une ville portuaire où s'échangeaient des marchandises en provenance du monde entier. Les ruines d'Ostie laissent deviner combien la ville était prospère. Il y a 2000 ans, les aristocrates marchaient sur ces précieuses mosaïques. Leurs noms sont depuis longtemps oubliés.
la splendeur de l'Empire romain est aujourd'hui minutieusement restaurée. « 20 000 personnes peuplaient à l'époque cette cité. Une vie de travail et de divertissement, dans l'imposant amphithéâtre, aussi bien que dans les rues. Mais entre le IVe et le Ve siècle, Ostie la prospère connut une chute similaire à celle de Rome, pour être finalement laissée à l'abandon. Quelle en a été la cause? En dehors de l'ensablement du port, les archéologues ont découvert une autre raison. Et celle-ci pourrait bien se trouver sous la roche basaltique de la rue principale, vieille de 2000 ans. Derrière les murs d'une maison antique, il y a un accès direct au monde souterrain. Un chemin qui mène droit au système de canalisation et au réseau de distribution d'eau potable de la ville. L'eau s'écoulait à travers un large tuyau de plomb vers les habitations. Une technologie très avancée, certes, mais aussi dangereuse. À la fin des années 80, on a analysé des squelettes humains. Des spécialistes ont trouvé dans les os une grande concentration de plomb. Ils pensent d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de sources de plomb dans l'Antiquité. Est-il possible que les citoyens de l'Empire romain aient été lentement empoisonnés par l'euro, sans même s'en rendre compte? Au centre de recherche d'Ostie, le docteur Jeremiah Nucci étudie un tuyau de plomb datant de plus de 2000 ans et censé avoir approvisionné une certaine Septima. Aujourd'hui, les symptômes d'un long empoisonnement au plomb sont bien connus. Maux de tête, dommages sur le système nerveux et encéphalite. Mais après l'analyse détaillée du tuyau de plomb, un élément vient réfuter la thèse du saturnisme, le calcium. En général, l'eau potable dépose des particules de calcium à l'intérieur des tuyaux, si bien qu'au bout d'un moment, une couche se forme et l'eau n'a plus aucune chance d'être en contact avec du plomb ou de l'absorber. C'est justement le cas ici. Les tuyaux en plomb pour l'acheminement de l'eau potable étaient particulièrement chers. On en trouvait uniquement dans les grandes villes de l'Empire. La majeure partie des tuyaux qu'on connaît étaient en argile ou en bois et dans la campagne, il n'y en avait pas. 90% de la population était rurale. Alors statistiquement, le plomb ne peut pas avoir joué un rôle déterminant dans la chute de l'Empire romain. Même si l'eau potable ne représentait pas un réel danger, le plomb restait largement présent dans la vie quotidienne de l'époque. Dans les coupes par exemple, ou dans le vin qui tirait son goût sucré de l'acétate de plomb présent dans les cuves de fermentation. Il n'y a donc plus de doute sur le fait que les Romains aient bien été empoisonnés par le plomb, par un moyen ou un autre. Pourtant, si la santé des Romains était si mauvaise, celle des populations aux frontières de l'Empire aurait également dû en subir les conséquences. Tous les chemins mènent à Rome, comme le veut l'adage, mais ils mènent aussi loin de la capitale. Les Romains exportent leurs marchandises bien au-delà des frontières de l'Empire. Tous les peuples sont influencés par le mode de vie romain. Les routes sont comme les artères de l'Empire qui font battre son cœur. Un vaste réseau d'échanges s'est mis en place, par lequel transitent les marchandises. Il permettait également aux légions romaines de se déplacer rapidement. La majeure partie du temps, c'est ici que les légions étaient envoyées, à la frontière de la Germanie, où le limes a été érigé. Il s'agit d'un immense mur de fortification censé repousser les attaques des peuples du Nord. Mais ces guerres contre les barbares sont de plus en plus difficiles à supporter pour les citoyens romains. Aux dernières heures de l'Empire, cette tâche est souvent effectuée par les Germains eux-mêmes. Ces hommes barbus venus du Nord et vêtus de l'uniforme romain sont maintenant responsables de la protection de l'Empire. C'était bien sûr l'un des points faibles de l'Empire.
Les Romains avaient un peu trop tendance à se reposer sur les Germains pour repousser l'ennemi, et ils voyaient de moins en moins l'utilité à prendre eux-mêmes les armes pour aller combattre. Les barbares en uniforme assimilent rapidement la culture romaine. Seule leur barbe les distingue encore des citoyens romains. C'est ici, aux frontières de l'Empire, qu'ils apprennent ce qui ne leur a pas été enseigné dans leur royaume: la lecture, l'écriture, la discipline, le sens de l'organisation et les finances. Ils apprennent tout d'une culture très éloignée de la leur. Mais les Romains profitent eux aussi de la volonté d'intégration des peuples germaniques. Les Germains étaient des hommes fiables et d'une grande bravoure. Ils étaient très grands, voire impressionnants. Et comme ils étaient cantonnés dans la même région, on pouvait facilement les contrôler. Et leur façon de combattre, que redoutaient beaucoup les Romains, eh bien maintenant, ces derniers allaient pouvoir s'en servir. Ils avaient manœuvré avec beaucoup d'intelligence. Si tu ne peux les vaincre, unis-toi à eux, dit un proverbe romain. Les Romains savaient qu'ils ne parviendraient jamais à annexer ce territoire au climat difficile et froid situé de l'autre côté des Alpes. La nature était un obstacle quasi insurmontable. Aucune logistique militaire n'aurait été possible dans les marécages humides et les forêts denses. Déjà à la fin du 1er siècle, l'historien Tacite avait écrit un ouvrage sur la Germanie, sur cette terre inconnue que tout homme civilisé devait redouter. Avec ses forêts impénétrables, son climat hostile et surtout ses habitants. Des barbares d'une grande sauvagerie. Enragés comme des bêtes féroces. Un cauchemar dont on ne se remet jamais. Les Teutons, un peuple germanique, représentaient une menace pour les Romains. Ils ont donc décidé de prendre les devants et de la contrer en contrôlant la Germanie. Ils voulaient faire de cette contrée une vaste province romaine, mais évidemment, leur tentative a échoué. L'armée de Varus, le général romain qui commandait la campagne, s'est fait écraser. Octave, le premier empereur romain, compte sur une victoire militaire face aux Germains. Il veut étendre son empire jusqu'à l'Elbe. En l'an 9, il envoie en direction du nord 25 000 troupes d'élite sous le commandement du courageux général Varus. Une opération suicide. La bataille de Teutoburg tourne au désastre pour les légions romaines. La forêt hostile fait déjouer les plans romains les plus élaborés. C'est un véritable massacre. Octave, resté à Rome, implore Varus de lui ramener ses légions. La tentative de conquête de la Germanie restera un épisode traumatisant de l'histoire romaine. Dans les bois, les Romains n'avaient plus le moral parce qu'ils n'arrivaient pas à rester en formation de combat, ce qui était la base de leur puissance militaire. La bataille s'est finalement transformée en des combats 1 contre 1. Les Germains ont volontairement évité d'en faire une bataille de grande envergure parce que leur général Arminius savait qu'il n'avait aucune chance. Il en a fait une véritable guérilla. La bataille s'est terminée en une cuisante défaite pour Varus. Rome avait perdu 3 légions entières, ce qui était énorme à l'époque. Mais tout porte à croire que les Romains ont su tirer les enseignements de cette défaite. Ils ont compris qu'il fallait non seulement éviter d'envoyer leurs légions dans des régions hostiles, mais aussi être plus prudents dans leur tentative d'invasion. Rome sait apprendre de ses erreurs. C'est l'une des caractéristiques qui lui a permis d'asseoir sa suprématie. Pourtant, un fossé se creuse entre les traditions romaines et les réalités de l'époque. Certains sénateurs redoutent que la politique traditionnelle de Rome, couronnée de succès jusque-là, ne soit plus adaptée au monde dans lequel ils vivent. Doivent-ils revoir leurs priorités? Le pluralisme culturel de l'Empire ne représente-t-il pas une menace? Et surtout, comment assumer un échec alors qu'on est considéré invincible? À la suite de la défaite en Germanie, les Romains prennent conscience pour la première fois depuis fort longtemps que leur empire n'est pas invincible.
Cette situation fait ressurgir les fantômes du passé, l'époque où Hannibal se trouvait aux portes de Rome. Mais le Sénat romain réagit comme par le passé. Les sénateurs retournent aux affaires courantes en ignorant la menace. Ils attendent tout simplement l'occasion de contre-attaquer. Les Romains ont étouffé la défaite. L'empereur Domitien a donné à la rive gauche du Rhin le nom de Germanie supérieure, elle-même divisée en Germanie première et en Germanie seconde. Il y a des pièces de monnaie frappées de l'inscription Germania Delicta, la Germanie soumise. L'empereur a fait comme s'ils avaient battu les barbares, et on peut supposer qu'une grande partie de l'opinion publique l'a cru. La Germanie n'est pas l'unique sujet de propagande du Sénat romain. Quelque part, aux confins de l'Empire, un rabbin avait prêché le culte d'un nouveau Dieu. Son nom, Jésus de Nazareth. Les Romains l'avaient crucifié pour son sacrilège, un geste politique qui avait alors été presque ignoré. Mais ceux qui le vénèrent comme le Fils de Dieu sont de plus en plus nombreux, y compris à Rome. À peine 10 ans après sa mort, une communauté de croyants se forme dans la plus grande ville de l'Empire. Les catacombes de Rome. Les tombeaux souterrains des chrétiens persécutés. En l'espace de 3 siècles, les galeries vont s'étendre sous la ville, telles les tentacules d'une pieuvre, véritable symbole de la diffusion d'une nouvelle religion. Dans ces souterrains voûtés, les chrétiens célèbrent les messes et rompent totalement avec les traditions romaines. Pour Rome, le christianisme était une variante particulièrement dangereuse du judaïsme. C'était un culte qui se célébrait en secret, et justement, tout ce qui se faisait en cachette paraissait très suspect aux yeux des Romains. Eux vénéraient leur Dieu au grand jour. D'un autre côté, personne ne savait ce que les chrétiens faisaient exactement, et les gens se sont imaginés des tas de choses incroyables. On évoque des orgies mystérieuses ou d'horribles rituels. On prétend qu'ils pratiquent des sacrifices sanglants dans leurs cachettes souterraines, que leur baptême était le plus souvent des noyades d'enfants. Les chrétiens sont accusés de dévorer la chair des défunts pour commémorer la mort par crucifixion de leur idole, de boire du sang dans des coupes pour devenir immortels. Mais plus grave encore, ils refusent de pratiquer le culte impérial. Chaque Romain est obligé de vénérer l'empereur. Dans la Rome antique, le serment d'allégeance est un acte religieux. Un acte que les chrétiens refusent de faire, une attitude jugée inadmissible par les Romains. Les chrétiens sont mis à l'écart de la société romaine. Ils sont considérés comme des criminels capables de tout, même de répandre les épidémies qui gangrènent l'Empire depuis toujours. Aujourd'hui, les scientifiques tiennent le véritable responsable des épidémies mortelles qui menaçaient la population. Un insecte. Nous sommes dans le village de Lugano, à moins de 100 km au nord-ouest de Rome. Sur le site d'une ancienne villa romaine, les archéologues ont fait une découverte étonnante. En fouillant des débris vieux de 2000 ans, ils ont retrouvé plus d'une centaine d'amphores en argile, datant approximativement de la fin de l'Empire. Mais ces amphores n'ont pas contenu de vin ou d'huile, mais des squelettes d'enfants. Les jeunes victimes d'une mystérieuse épidémie. Visiblement, ils ont été enterrés à la hâte, dans n'importe quelle urne de fortune. Placés avec affection à côté d'eux, leurs jouets. La preuve que personne n'a voulu la mort de ces enfants. Mais quelle est la cause de leur décès? Dans une université de Rome, les scientifiques tentent de percer le mystère. Dans ces couveuses artificielles, on élève des variétés mutantes d'anophèles, dont celle qui a probablement sévi dans la Rome antique.
Il s'agit d'une variété particulièrement avide de sang. De tels insectes ont pu répandre le paludisme. Le paludisme a forcément joué un rôle déterminant sur les côtes au niveau de l'Italie centrale. On sait que le paludisme a très gravement affecté le développement de la population romaine, voire même la structure entière de la société. La crescita di una civiltà come quella romana, la struttura dell'impero romano, la struttura stessa. L'Anophèle comme responsable de la chute de l'Empire romain? Nombre d'éléments viennent conforter cette thèse. Au microscope, on parvient à isoler les informations génétiques d'un insecte porteur de la maladie que l'on compare ensuite aux traces de paludisme à Plasmodium falciparum, retrouvées dans les os des squelettes d'enfants. Et le résultat est sans appel. Les enfants de Lugano sont morts de la plus mortelle des formes de paludisme connues à l'heure actuelle. La maladie s'est vraisemblablement répandue dans l'ensemble de la population. Néanmoins, un argument important vient réfuter la thèse qui tiendrait la pandémie comme responsable du déclin de l'Empire. Quand on recherche les raisons qui ont pu affaiblir l'Empire romain, il ne faut surtout pas négliger les barbares. N'importe quel incident aurait eu les mêmes conséquences chez les Romains que chez eux. Ça vaut pour les maladies, la pénurie d'armes, les erreurs de stratégie, le moral des troupes, etc. C'est pour ça qu'il faut donc chercher des facteurs qui s'appliquent uniquement aux Romains pour comprendre les raisons du déclin. Des catastrophes isolées ont certes le pouvoir d'affaiblir un empire, mais de là à provoquer sa chute, le fossé est grand. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut donc chercher ailleurs, par exemple du côté de certains bouleversements capables d'ébranler les fondements même d'une société. Un tel phénomène s'est produit. Il a commencé à 10 mètres de profondeur sous les rues de Rome. Le Sénat romain connaît la menace qui se prépare dans les catacombes de la ville. Pour contrer ce nouveau courant religieux, il répond par de sanglantes persécutions. L'empereur Néron met le feu à la ville et accuse les chrétiens d'en être les auteurs. Ces derniers continuent pourtant de prêcher l'amour, même celui de leurs ennemis. Ils ne prêtent que peu d'attention à l'État romain. Seul l'au-delà compte. Une véritable provocation pour les dirigeants de Rome, dont la politique est proche des préceptes d'une politique très concrète. Le Sénat provoque une terrible vague de persécutions sur les contempteurs de la loi romaine. Dorénavant, quiconque fait référence à Jésus-Christ deviendra un suspect, voire un criminel. Les chrétiens sont obligés d'utiliser des symboles secrets pour dissimuler leur confession. Une chose est certaine, les chrétiens sont désormais une force grandissante dans la société, et ce, malgré le fait que beaucoup d'entre eux soient enfermés dans des cachots. Les persécutions vont durer presque 300 ans. Le gouvernement romain tentera de contenir ce courant religieux par les moyens de répression les plus violents. En définitive, la politique traditionnelle de Rome aura connu 2 échecs. La propagation du christianisme et l'intégration des peuples germaniques. 2 défis que Rome n'aura pas su relever et qui vont ébranler l'Empire. Au début du IVe siècle, un homme va pourtant s'attaquer aux 2 phénomènes. Il s'agit de l'empereur Constantin. Avec lui, l'Empire va retrouver toute sa splendeur passée. Constantin le Grand, un véritable héros de l'Antiquité. Comme tous les grands empereurs, Constantin était un grand chef militaire. Il menait sa politique sans préjugés. Bien sûr, il a favorisé les chrétiens, mais il a aussi favorisé les peuples germaniques. Tactiquement, il faisait preuve de beaucoup de finesse pour vaincre ses ennemis. Et à partir de ces éléments, je crois qu'il mérite amplement le surnom de Constantin le Grand. Constantin est-il le nouveau Romulus? Lui non plus n'aurait sûrement eu aucun scrupule à tuer son frère pour accéder au pouvoir. Constantin était un homme à l'ambition démesurée, un homme politique obsédé par le pouvoir et qui ne supportait pas qu'on lui fasse de l'ombre.
Il avait d'ailleurs grandi dans un environnement où il avait appris à régner seul. L'un des plus beaux faits d'armes de Constantin a été de délivrer la Gaule des incursions des Francs. Désormais, il veut obtenir tous les pouvoirs au Sénat. Tout ou rien. Rome a toujours été gouvernée selon ce principe. Et bien entendu, l'histoire va se répéter. Un rival va lui contester sa suprématie. Son nom, Maxence, un Romain. On connaît peu de choses sur Maxence, mais on sait qu'il respectait davantage les traditions romaines. Comme Constantin, il pouvait revendiquer le titre d'empereur de par sa naissance. Mais au niveau militaire, il n'avait pas du tout les compétences de son rival. Constantin doit absolument battre Maxence. Mais pour ça, il aurait besoin d'un miracle qui donnerait à ses troupes la force de vaincre le terrible ennemi. Et le miracle va se produire. La veille de la bataille décisive, Constantin voit apparaître dans le ciel le monogramme du Christ. La croix équivaut à la lettre Chi, en grec ancien, et représente le début du nom Christos. Le P représente la lettre Rho, toujours en grec ancien. Pour les Romains, il n'y a pas de doute possible. Ces deux lettres sont les deux premières lettres du mot Christos. À l'époque où vivait Constantin le Grand, les rêves et les apparitions jouaient un rôle très important pour la communication avec le peuple, les moyens de communication étant rudimentaires à l'époque. Quand l'empereur voulait faire passer un message, quelque chose de spécial, il se servait des rêves ou des apparitions divines. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter la vision divine de Constantin, juste avant la bataille du pont Milvius. Constantin fait immédiatement peindre le symbole du Christ sur tous les boucliers. Un geste symbolique qui va inspirer les croyants se trouvant parmi ses soldats, mais qui va aussi faire accepter le christianisme par le plus grand nombre. Constantin a été d'une grande aide pour la religion chrétienne, il n'y a aucun doute là-dessus. Jusqu'alors, il cherchait encore un Dieu auquel il pouvait croire. En 312, il a donc décidé de mettre le Dieu des chrétiens à l'épreuve, en lui demandant son aide dans la bataille. Après la victoire, tout le monde avait compris quel Dieu il fallait prier. Le chrisme est peint sur les boucliers des soldats. Désormais, les chrétiens n'auront plus à se cacher. Le christianisme, une religion réprimée depuis plus de 3 siècles, doit maintenant être protégé. Constantin enclame les vertus haut et fort. Est-ce un plan pour s'attirer le plus grand nombre de partisans ou bien s'est-il réellement converti? Peu importe ce qu'il a réellement vu, ce que ça représentait vraiment ou la représentation qu'on s'en fait maintenant, une chose est sûre, il est parti en guerre avec l'aide du Dieu chrétien. C'est en tout cas comme ça que Constantin l'a perçu, et il s'est senti obligé de croire en ce Dieu. C'est sur le Tibre que Constantin va briller, comme 1000 ans auparavant lorsque Romulus tua Rémus. Un combat de Romain à Romain, une lutte fratricide. Une impitoyable volonté de vaincre. La croyance en la loi du plus fort. Aucun compromis possible. Mais cette fois, le Dieu des chrétiens se mêle à la bataille. Mort sur le Tibre. À la seconde où Maxence se noiera dans le fleuve, Constantin pourra régner sans partage sur Rome et son empire. Depuis, on se demande encore comment Constantin a pu remporter la victoire malgré l'infériorité numérique de son armée. Aurait-il réellement reçu l'aide de Dieu? Aujourd'hui, on penche davantage pour ses talents de stratège associés aux erreurs de son rival. C'est ici, sur les rives du Tibre, que Maxence commettra une erreur fatale.
Quelques heures seulement avant la bataille, il décide de faire sortir ses troupes de Rome. Elles se mettent à l'abri derrière le mur d'Aurélien, une enceinte fortifiée qui protège la ville de Rome. Mais Maxence ne va pas attendre assez longtemps. Il sort à la rencontre de son ennemi, selon ses dires, sur les conseils d'une prophétie. Il conduit ses troupes jusqu'aux rives du Tibre. L'armée de Maxence traverse le pont étroit pour affronter Constantin en terrain découvert. Mais Constantin lance immédiatement l'assaut et contraint son adversaire à battre en retraite. L'étroitesse du pont ne leur laisse pas le temps de fuir assez rapidement. La puissante armée se retrouve acculée sur les rives du fleuve et la plupart des soldats sont emportés par les eaux du Tibre, tout comme leur général. Avec la victoire de Constantin, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur l'Empire. Une nouvelle capitale est fondée, Constantinople, située à 1300 km à l'est de Rome. Dans cette nouvelle Rome, les maisons de Dieu se construisent à une vitesse phénoménale, à l'exemple de la basilique Hagia Sophia, consacrée à la sagesse divine. Cette ville sur le Bosphore est idéalement placée, à la fois protégée par la mer et par un vaste mur de fortification. Aujourd'hui encore, on peut y voir les vestiges de ces imposants remparts, et ce malgré les nombreuses invasions que la ville a subies, pour finalement tomber aux mains des Ottomans en 1453. Constantin avait pourtant rêvé d'en faire une nouvelle Rome chrétienne. Il avait rêvé d'une ville dédiée au Dieu des chrétiens, comme un cadeau au Christ et aux saints. Les lieux de culte sont bâtis comme de somptueux palais royaux. Car si l'empereur règne sur la terre ferme, Dieu règne sur le monde entier. Il est le créateur du ciel et de la terre. Autrefois, Rome rassemblait en son sein une multitude de religions en raison des nombreuses cultures qui habitaient la cité. Désormais, on ne vénère que le Dieu chrétien. C'est comme ça que le christianisme s'est propagé dans l'Empire romain. Dans l'histoire, ça a été un véritable tournant, aussi bien politique que religieux. Cette réforme intérieure stabilise l'Empire. Mais la politique étrangère est de plus en plus difficile à gérer. Sur le Danube, à la frontière septentrionale de l'Empire, les différents peuples germaniques se rassemblent. Chassés de leurs terres par les Huns, les Germains sont obligés de se diriger vers les Balkans. Ce sont des familles entières, des tribus, des peuples fédérés qui sont obligés de s'exiler et de migrer vers le sud. Ils viennent en paix, en bons chrétiens. Mais ils viennent armés et bien décidés à se forger un nouvel avenir. Le monde est en pleine mutation. Ils parviennent à environ 200 km de Constantinople. C'est l'histoire d'une politique d'intégration qui a échoué. En 376, Fritigern, le chef des Wisigoths, vient à la rencontre de l'empereur romain Valens. Il implore sa protection et sollicite l'autorisation de s'installer de l'autre côté du Danube, en territoire romain. Valens leur accorde l'asile politique à une condition. Ils doivent remettre leurs armes aux Romains, une terrible offense pour le chef des Wisigoths. Selon lui, eux aussi sont des chrétiens. Ils seront plus précieux armés en cas de conflit. L'empereur prend alors une décision qui sera lourde de conséquences. Les Wisigoths peuvent venir, même armés. Après tout, ce sont de bons chrétiens. L'empereur Valens a laissé les Germains traverser le Danube pour honorer une très ancienne tradition romaine qui voulait qu'ils viennent en aide aux barbares.
Le problème, c'est que les Wisigoths étaient cette fois bien plus nombreux que ce qu'ils pensaient. Et une fois qu'il eut donné son accord, une fois qu'il eut ouvert la porte, il n'a jamais pu la refermer. Cette vague importante de migration réveille les sentiments les plus sombres chez les Romains et donne lieu à des abus. Xénophobie, esclavage, raquettes, et très vite, c'est une guerre qui éclate. Non loin de Constantinople, les Wisigoths revendiquent le droit de coloniser une infime partie de l'Empire romain qui correspond aujourd'hui au Kosovo. Et cela sans demander aux Romains leur avis. Cette situation représente davantage qu'une simple défaite pour les Romains. Elle donne lieu en effet à la scission entre l'Est et l'Ouest de l'Empire. C'est le concept même d'un empire uni qui disparaît. Les nouveaux occupants germains imposent dans le territoire leurs us et coutumes. Ils sont bientôt si nombreux que les traditions romaines disparaissent. Le peuple nordique est habitué à vivre en tribus et pas dans de grandes villes. Également habitués au commerce du troc, ils refusent d'intégrer l'économie monétaire pourtant adaptée à leur mode de vie. Sous l'influence des Germains, l'Empire romain se désunit. Les peuples germaniques s'intégraient facilement à l'Empire depuis des siècles. Mais quant à l'époque, ils se sont installés en masse. Ça n'a plus été le cas. Ils ont gardé leur côté germanique, ils n'ont pas changé leur mode de vie et ils ont fini par vouloir asseoir leur pouvoir vis-à-vis de celui de Rome. Odoacre, le roi des Hérules, un peuple germanique, est ambitieux. Il veut entrer dans l'histoire. Il s'empare du symbole du pouvoir. La portée de cet acte n'est pas comprise immédiatement. Pourtant, Odoacre vient de détrôner le jeune empereur et il met ainsi fin à l'Empire romain d'Occident. Ce que voulait Odoacre, c'était tout simplement une terre pour ses soldats. Et en voyant la ville de Rome, un vestige de l'Empire romain en Italie, il a pensé qu'elle pouvait servir à fournir à ses soldats ce dont ils avaient besoin. Quand on affirme que le peuple n'avait rien remarqué, c'est faux. Les garnisons savaient que quelque chose avait changé parce qu'elles ne recevaient plus leurs soldes. De toute façon, il s'agissait essentiellement de teutons qui avaient l'habitude de prendre ce qui leur plaisait. À partir de ce moment-là, la rumeur qui disait qu'il n'y avait plus de pouvoir central s'est lentement répandue dans les dernières provinces romaines. Les Romains ne sont plus aussi puissants qu'avant. Ils ne savent plus gouverner et n'ont plus envie de conquête. Le déclin de l'Empire romain s'est fait sur plusieurs siècles, mais il a été constant. L'Empire romain n'a pas disparu du jour au lendemain. En fait, on est passé progressivement des anciennes traditions romaines à une nouvelle structure des sociétés européennes à l'aube du Moyen-Âge. C'est pourquoi je parlerai plutôt de transition que de véritable déclin. Ça a été le passage progressif de la culture antique à la nouvelle culture européenne. Les vestiges de la Rome antique, les fondations d'un nouveau monde, de notre monde, l'Europe. Et malgré la chute de l'Empire romain, une grande partie de sa culture a survécu, comme le concept d'une Europe sans frontières.